L'ère de l'Union soviétique touche à sa fin. L'automne s'est installé sur Voronej, au sud-ouest de la Russie. Le 27 septembre 1989, à 18h30, de nombreux témoins, civils comme militaires, observeront le survol de la ville par une boule lumineuse, d'abord blanche, puis virant vers le rouge-bordeaux, se dirigeant vers le parc Dynamo de Voronej. À cette heure-ci, même si la nuit commençait à tomber, de nombreux enfants jouent encore au football dans le parc. Et c'est non loin qu'ils verront, stupéfaits, l'appareil les survoler. Les enfants témoins de la scène attesteront de leur sentiment de peur qui les tétanisa sur place quand ils virent l'objet. L'un d'eux mentionnera que lors de la phase de descente vers le sol, une trappe sur le fuselage de l'OVNI se serait ouverte, puis refermée. Par la suite, l'appareil aurait sorti une sorte de train d'atterrissage sous la forme de 4 pieds métalliques. Une fois au sol, 3 à 4 humanoïdes seraient sortis, accompagnés de ce que les témoins qualifieront de robots, car ils semblaient servir d'outils avec des boutons et des dispositifs dont se seraient servis les créatures. Les grandes créatures mesuraient entre 3 et 4 mètres, auraient de larges épaules au milieu desquelles une petite tête ou une bosse ferait office de tête. Sur cette tête brilleraient 3 yeux, un sur chaque côté et un œil central qui semblait pouvoir bouger à gauche et à droite. Ils porteraient une combinaison argentée et des bottes de couleur bronze. Sur leur torse, ils arboreraient un disque métallique. Les témoignages divergent et présentent certaines incohérences, mais parmi les événements notables, il est dit qu'un garçon qui aurait pris panique devant l'un des grands étrangers aurait été frappé par une lumière qui le fit disparaître. Il réapparaîtra quelques minutes plus tard, comme s'il n'avait pas perdu ce temps. L'un des grands aliens aurait pianoté sur l'assistant robotique et un triangle lumineux serait apparu sur le sol. Après cela, les humanoïdes géants auraient fait le tour de leur appareil avant de rentrer dedans et de disparaître. Mais cela ne s'arrête pas là. L'appareil serait réapparu plus loin dans le parc, et là se trouvait un garçon de 16 ans. Quand il vit l'humanoïde près de lui, portant une tige métallique d'un demi-mètre, il paniqua. Et c'est là que l'extraterrestre aurait utilisé cette baguette pour le paralyser. Tous deux disparurent et ce garçon ne sera plus jamais retrouvé. L'agence de presse TASS publiera « Un ovni aurait atterri dans un parc à Voronej. Voronej, 9 octobre, TASS. Les spécialistes ont confirmé qu'un ovni avait en effet atterri dans un parc de Voronej, centre de la Fédération de Russie, selon leur dire. Ils auraient découvert, sur le lieu de son atterrissage, des traces de l'engin et de ses passagers, qui auraient même fait une petite promenade dans le parc. Un détail va attiser la curiosité des chercheurs occidentaux, qui se rendirent à Moscou pour interroger M. Ajaja, l'un des plus influents ufologues russes, notamment après la chute de l'Union soviétique, réputé pour ses nombreux travaux qui restent, hélas, biaisés par son goût pour le sensationnel. En effet, l'un des écoliers notera que la carlingue de l'appareil extraterrestre présentait un signe qui ressemble au G russe, cette lettre ressemblant au célèbre symbole des Humites, un peuple d'extraterrestres qui aurait contacté de nombreux terriens à partir des années 60. L'enquête scientifique sera menée par Genrikh Silianov, le chef du laboratoire de géophysique de Voronej, dont nous avons déjà parlé dans le cas de l'étude des chronomirages de la zone de Novokhoperskaya. Par ces dispositifs de mesure spécialisés qu'il mettait déjà au point à cette époque, il aurait pu déterminer les endroits précis où les entités auraient foulé le sol, traçant leur itinéraire précis en mesurant le géomagnétisme entre autres paramètres. Il fera analyser 2 échantillons de roches atypiques retrouvés sur le chemin présumé des entités. Ces 2 morceaux s'apparentant à du grès rouge-brun n'auraient rien à faire ici. Certains prétendent qu'ils proviendraient même d'une autre planète, car leur structure ne peut être trouvée naturellement sur Terre. On retrouvera la trace de 4 dépressions dans le sol, disposées en losange et mesurant environ 5 cm de profondeur pour environ 15 cm de diamètre.
Si on s'arrêtait là, nous aurions le plus sensationnel de cas de RR3 et rencontre du troisième type. Mais derrière les coulisses de cette affaire, de trop nombreuses zones d'ombre entachent le crédit qu'un ufologue honnête peut lui apporter. Nous devons nous attacher au contexte. Nous sommes en 1989, nous sommes en pleine perestroïka. Et après la chute de l'URSS, ce seront les années 90 et la grande braderie ufologique, avec la vente de documents top secrets du KGB, de l'armée et du réseau AAN. Plus ou moins et surtout moins authentique. Cette période a été le terreau fertile d'une désinformation de masse au profit d'individus peu scrupuleux, faisant une grande victime, l'ufologie russe. Au sujet du G russe, cet idéogramme était bien connu des Occidentaux comme étant le signe des Humites, une affaire qui était largement développée dans la presse des années 90. Et les ufologues français qui vinrent à Moscou étaient prêts à acheter toute preuve liée de près ou de loin aux Humites. Cependant, on ne sait pas vraiment si l'écolier n'avait pas été influencé par l'ufologue qui l'interrogea, et qui connaissait déjà l'affaire Humite, car le garçon n'avait pas fait mention de ce signe avant l'interview. Boris Chourinov, dans son livre Les deux faces de l'ufologie russe, nous met bien en garde contre cette face sombre à laquelle des gens comme Ajaja ou Popova ont beaucoup contribué en vendant de belles histoires aux plus offrants, surtout lors des années 90 en Russie. Enfin, il y a eu un délai assez long entre l'observation et les premiers témoignages. Du 27 septembre au 3 octobre, silence total de la part des témoins. Puis lorsque les premiers journalistes étrangers agréés sont venus, les langues se sont déliées, puis de nombreux témoignages et dessins apparurent avec de nombreuses contradictions. Voronezh, c'est donc un cas d'école, mais un cas d'école de la façon par laquelle une observation peut être corrompue au point de devenir inexploitable, quand l'enquête est soumise à plusieurs biais fondamentaux. Comme une scène de crime où tout le monde serait venu mettre le pied, où chaque témoin intéressé par une récompense aurait vu quelque chose de différent. Un cas ufologique peut perdre toute sa substance si l'étude n'est pas menée méthodiquement, et si l'appât du gain s'invite à la table d'ufologues sans scrupules, le dossier est perdu. Et c'est pour cela que j'aimerais mettre au point avec vous un outil qui nous permettrait d'élaborer un score de crédibilité afin de classer les affaires par ordre d'intérêt et au maximum de vérité possible. Voici donc le crédit score que je vous propose d'élaborer ensemble. Donc, on commence toujours par l'étude d'un phénomène OVNI. Un phénomène OVNI, ça se manifeste par, d'une part, des témoignages et de l'autre, des preuves. On va donc commencer par l'arborescence des témoignages. Vous voyez qu'on peut gagner des points, des flèches vertes, si le délai est immédiat, court, pour témoigner. S'il y a une omerta, ça compte aussi positivement, parce que quand on ne témoigne pas pour son intérêt, c'est positif pour la crédibilité. Si c'est long pour d'autres raisons, ce sera négatif. Voyons maintenant le nombre de témoins. S'il n'y a qu'un seul témoin, direct, il n'y a pas de malus, pas de bonus. Indirect, ce sera forcément négatif. Après, il faut voir si les témoins, s'ils sont nombreux, sont bien isolés, de manière à éviter des groupes de personnes mal intentionnées qui inventeraient une histoire. À partir de milliers de personnes, là, bon, c'est positif, parce que ce sont des témoignages multipliés. Ensuite, on examinera l'originalité du cas, parce que c'est ce qui apporte parfois du crédit, des détails complètement inattendus. Donc, il y a quand même une certaine limite. Si c'est totalement fantaisiste, nous serons dans le négatif. Si c'est la copie conforme d'un cas, là aussi, c'est négatif. Ensuite, nous avons l'intérêt du témoin. En effet, un témoin intéressé par l'argent, l'influence ou autre, ça va être perçu négativement. Si au contraire, c'est une personne qui n'a aucun intérêt, et au contraire, c'est même contre son intérêt de témoigner de telle chose, dans ce cas-là, c'est positif. Ensuite, nous allons sur le type de la rencontre. Le type de la rencontre, premier type, deuxième type, bon, ça va, ça reste des choses qui sont assez éloignées et peu fantasmagoriques. À partir du troisième type et quatrième type, il faut un faisceau de preuves ou de témoignages, d'indices de témoignages qui rééquilibre ça, hein, le côté surnaturel, vraiment. Ensuite, nous avons la cohérence. Si le récit est très cohérent, entre deux témoignages par exemple, ou entre deux versions du même témoignage par la même personne, on est positif. S'il y a une seule contradiction, ça passe direct en rouge. Ensuite, on fait le total du score de témoignage, et maintenant nous allons examiner le score des preuves. Dans un premier temps, comme pour les témoignages, le délai d'apparition de la preuve. S'il est immédiat et qu'il est incontestable,
on sait qu'il n'y aura pas le temps d'échafauder quoi que ce soit, ce sera positif. Le court, pareil, et long, négatif. Ensuite, on va s'appesantir sur la source. Si la source est directe, c'est positif, et si elle est indirecte, c'est négatif. Nous passons ensuite sur la nature des supports. Nous avons la possibilité d'avoir des photographies et des vidéos en support visuel, et pour cela, il y a quand même une certaine règle en général. Il vaut mieux se méfier de tout ce qui a été produit après 1990. Tout simplement parce que se sont démocratisés des moyens de falsifier des images. À partir de 1990, Photoshop, tous les logiciels nous permettent de truquer. Et ça, c'est pour cela qu'avant 1990, les canulars étaient plus difficiles à faire. Ensuite, nous allons nous appesantir sur les effets physiques perçus. Et parmi ceux-là, l'enregistrement d'ondes, d'électromagnétisme par exemple, mais aussi des traces au sol, les blessures, aussi peuvent, si elles sont expertisées, comme étant d'origine inconnue, peuvent être un point positif. Si c'est juste le dire d'un témoin et qu'il n'y a aucune preuve, par contre, nous sommes dans le négatif. Du côté plus matériel, nous avons les échantillons prélevés. Alors, si nous avons des anomalies qui sont étudiées, des choses qui sont insolites, cela joue positivement. Si ce sont des éléments qui sont connus et qui peuvent se trouver sur Terre, qui n'apportent pas vraiment grand-chose à l'enquête, alors nous allons mettre 2 points négatifs. Enfin, la nature du rapport. D'où vient le rapport? Si c'est une source inconnue ou non certifiée, une espèce d'anonyme, et on n'aurait qu'un papier signé peu certifié, c'est négatif. Si ça vient d'une instance officielle, et selon certains grades, on va dire, on augmentera le score de crédibilité. Ensuite, nous avons le total des preuves que l'on peut calculer. Et quand on a le total des preuves et le total des témoignages, nous avons le crédit score final qui apparaît. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut s'amuser à classer les cas simplement par la véracité des preuves, un index uniquement sur preuves, un index uniquement sur témoignages, et on peut comprendre une chose, c'est que même une affaire qui a l'air très très bien construite peut être plombée par de mauvaises preuves, des preuves qui discréditent le tout. Inversement, de mauvais témoignages avec de bonnes preuves peuvent aussi discréditer une affaire. Et c'est pour cela, je me suis amusé à faire quelques essais avec ce test. On peut dire que Trans-en-Provence, c'est une affaire qui atteint plus 14, par exemple, c'est un cas d'école. Alors que Vorognège, lui, est à moins 2. Et ça, c'est très très plombé par les témoignages et tout ce qu'il y a eu autour. Donc voilà, j'aimerais voir ce que vous en pensez. J'aimerais améliorer, affiner ce modèle. Alors si vous avez des idées, je vous prie de les mentionner en commentaire, s'il vous plaît. C'est un travail que j'aimerais faire avec vous, avec la communauté. Parce que je crois que si l'ufologie est ce qui nous motive, parce que si c'est ce qu'on aime, on aimerait bien lui rendre ce service, c'est-à-dire un outil de classement qui nous permet de gagner du temps. Si on veut convaincre les gens, il nous faut augmenter la crédibilité. Donc je pense que c'est un outil qui pourrait être utilisé même à l'avenir par des ufologues de par le monde. Voilà, et j'aimerais que vous soyez contributaire de cette aventure-là. Vous trouverez le crédit score dans un lien dans la description. Voilà, merci beaucoup, et dans l'attente de vos suggestions, je vous dis à très bientôt pour les mystères de Russie.